Gilles de Manoeuf, bienvenue sur Weird Sauce. Merci de nous accueillir depuis votre endroit, je pense, de vie et de recherche qui est la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous auriez l'obligeance de vous présenter pour notre audience? Oui, je suis Gilles de Manoeuf, j'ai 54 ans, je vis en Nouvelle-Zélande depuis quelques années déjà. Je vivais en Asie auparavant, je suis un centralien, mathématiques appliquées, j'ai fait énormément de travail dans les maths, le risque, les modèles. Je travaillais un petit peu partout, à Londres, à Hong Kong, un peu à San Francisco et ailleurs. Et j'ai toujours été un ingénieur qui résout des problèmes assez complexes généralement, avec une dimension de risque, et parfois de risque systémique d'ailleurs. Voilà, très rapidement. Parfait. Donc, on pourrait se poser la question vers la fin de 2022, où nous sommes maintenant. Dans quelle mesure les compétences que vous venez de démontrer ou d'expliquer pourraient s'appliquer aux 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans qu'on vient de passer? Et donc, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce que vous avez fait pendant ces 3 ans qui viennent de passer. Je dirais que le plus important, en fait, c'est le travail en groupe. Hein. C'est pas une personne qui est importante, c'est le groupe qui se met autour et qui se forme. Ça, c'est un travail traditionnel, je dirais, de scientifique qui a des équipes ou qui travaille avec des équipes, qui sait rechercher les bons talents, qui se met en connexion avec d'autres personnes, etc. C'est essentiellement une grande partie du travail que j'ai fait jusqu'à présent. Bien sûr, il y a énormément de travail, je dirais, personnel, mais je veux bien insister sur le fait que tout seul, je n'aurais pas pu faire grand-chose. Hein. C'est le fait que différentes personnes soient venues de différents horizons avec des profils très différents qui rendent le travail à la fois très intéressant, mais aussi très productif. Ce que j'ai apporté de manière personnelle, c'est évidemment une grande capacité de concentration et une très grande capacité, je dirais, d'analyse. J'ai aussi, bien sûr, pas mal d'expérience dans le risque, dans certains problèmes d'analyse de données. J'ai vécu pas mal de temps en Asie, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, donc j'ai vu le système d'assez près aussi. Et bon, j'ai des contacts à droite et à gauche qui sont assez utiles dans tout ce genre de choses. Je pense que c'est un problème qui touche à différentes dimensions, des dimensions sur lesquelles je n'ai pas de compétences, mais des dimensions sur lesquelles j'ai aussi des compétences. Et dans un groupe, on a tous nos compétences. Alors jusqu'à présent, on a parlé de manière presque cryptique, c'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, ça pourrait s'appliquer quasiment à n'importe quel domaine de recherche ou d'investigation scientifique. Et donc, rentrons vraiment dans le sujet. Donc, cette interview, elle est très intéressante pour moi. Enfin, c'est pas une interview, c'est une discussion. Elle est très intéressante pour moi parce que j'ai suivi donc le travail de Drastic depuis, entre autres, et des groupes dans lesquels vous faites partie, sur la crise du Covid. Donc, essentiellement, je pense que ce qui est intéressant pour notre auditoire d'entendre dans cette discussion, c'est en fait la crise du Covid telle qu'elle a été perçue en France ou dans les pays francophones, et la crise du Covid telle qu'elle a été perçue, par exemple à Singapour où je réside, mais aussi en Angleterre, en Europe. Je pense qu'il y a une différence assez significative, et il serait bien de peut-être positionner, puisque vous vivez dans les deux mondes un petit peu comme moi, de positionner la différence de perception de cette crise elle-même. Je dois dire, moi, j'ai une vision qui est très personnelle, parce que je suis resté très très collé au sujet. J'étais un acteur en fait dans le sujet, donc ma perception, d'une certaine manière, n'est pas la perception de 99,99% de la population. En plus, je vis en Nouvelle-Zélande qui a été très isolée, donc en fait, on avait le luxe, je dirais, de prendre un peu de distance par rapport aux événements. Ce qui aurait été beaucoup plus difficile si à l'époque je vivais en Asie ou si je vivais à Londres ou à Paris. Je pense que je n'aurais pas eu le luxe de cette distance qui me permettait de planifier, de travailler dessus tranquillement, je dirais. Ce que je sais, moi je passe très peu de temps en France, en fait quasiment pas, mais ce que je vois effectivement
la différence que je vois entre les pays, c'est surtout des différences de médialisation. Hein. Il y a la manière dont le sujet est traité en Europe, en France, en Allemagne. Je suis beaucoup l'Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout dépend en fait des médias et aux États-Unis bien sûr. Les médias ont un rôle essentiel, comme on peut s'en douter. Et bien souvent, on voit une manière très très différente de traiter les choses. On voit aussi, il y a aussi un problème, je dirais, de personnalité. En Allemagne, c'est un sujet qui est très présent parce qu'il y a Drosten, qui est très connu en Allemagne. Il y a Kekulé, qui sont très connus, qui est aussi très connu en Allemagne. Ce sont des professeurs très très connus. Drosten faisait partie, en fait, d'une des de la lettre de Lancet qui a été très importante, donc c'était quelqu'un qui était très impliqué dès le début. Donc en fonction de qui était là, quel était le rôle de certains scientifiques dans chaque pays, la perception est très différente. En Australie, parce que Holmes est très impliqué en Australie, on a une problématique totalement différente. Ici, on n'a qu'une personne en Nouvelle-Zélande qui faisait partie en fait de la mission du WHO. Cette personne est très calme, on entend très peu parler. Donc ici en Nouvelle-Zélande, on a une bonne distance par rapport aux choses. Aux États-Unis, encore un autre problème, très très différent. Et en Angleterre, c'est plutôt médiatisé, ce qui est parfois l'excès. Donc chaque pays vraiment a sa manière de traiter les choses. Parfois, c'est un petit peu compliqué à suivre. C'est pas ce qui facilite le suivi et je dirais la logique dans le discours. Et donc, Covid arrive, on va dire, en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas quand est-ce c'est arrivé pour vous, la sensation qu'on était dans un événement mondial et qui était un événement à la fois médical, politique, etc. Mais remettons les horloges au début, mettons fin 2019, début 2020. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cet événement et comment vous l'avez approché? Et ensuite, on rentrera dans ce que vous avez trouvé. Donc, revenons au temps 1, on va dire, de cette histoire. OK, donc pour revenir là, en fait, c'était assez simple. J'étais en Thaïlande sur la fin, en fait, sur la moitié, du 1er janvier au 20 janvier ou 22 janvier 2020. J'étais en vacances là-bas, je passe souvent mes vacances. Et quand j'y étais, on pouvait voir le début d'un problème. Les pays asiatiques ont une perception qui est beaucoup plus mature, je dirais, des choses. Bon, on l'a vu à Singapour, on l'a vu à Hong Kong, et on le voyait aussi en Thaïlande. Hein. En Thaïlande, dès qu'on a entendu dire qu'il y avait des gens qui venaient de Wuhan avec des cas de Covid qui étaient détectés à l'aéroport, on savait tout de suite, c'était évident qu'il y avait un problème. Ça, je pense que toute personne qui a vécu en Asie au moment de SARS ou qui a connu des gens qui ont vécu en Asie au moment de SARS sait très très bien de quoi je parle. On est beaucoup plus alerte. Donc j'étais en Thaïlande à l'époque. Je me rappelle que sur la fin de mes vacances, il commençait à avoir des cas graves et on en parlait pas mal déjà dans la presse en Thaïlande. Et ça commençait à m'inquiéter. Venant de Hong Kong, ayant vu ce que j'avais fait en Hong Kong en 2003, ça commençait bien à m'inquiéter. D'autant plus que, bon, un peu de connaissance du système, on sait très bien qu'il ne faut pas prendre les chiffres chinois à la lettre, mais qu'il faut toujours lire ce qui n'est pas dit plutôt que ce qui est dit. C'est généralement dans les silences, dans ce qui n'est pas dit, qu'il y a des choses qui sont très importantes. Quand je suis revenu ici en Nouvelle-Zélande, je pense qu'en 2-3 semaines, j'étais convaincu que ça allait durer et qu'on était en train d'aller sur une grosse épidémie. Si je me rappelle bien, j'ai envoyé un email à mes parents vers la fin janvier en leur disant « Vous allez entendre parler que de ça pendant 6 mois ». Je me suis trompé, hein, c'était pas 6 mois, c'était beaucoup plus long. Mais on le voyait déjà parce qu'il y avait une estimation à l'époque des chiffres et les premiers chiffres qui venaient de modèles en Angleterre et ailleurs montraient qu'en fait il y avait beaucoup plus de cas, hein, dû en particulier aux cas qui arrivaient aux aéroports. Donc pour qu'on commence à les détecter aux aéroports, ça veut dire qu'en fait c'est déjà un petit peu partout. Donc déjà à l'époque je commençais à me dire ça n'a pas l'air très bien tout ça. Bon, heureusement j'étais en Nouvelle-Zélande et on a tout fermé à l'époque, donc pendant pas mal de temps, on est arrivé à passer au travers. Et donc, ça vous a intéressé à partir du moment où vous avez compris que c'était une échelle très importante ou à partir du moment où vous avez compris que ça allait durer
ou à partir du moment où vous avez compris que par définition, selon l'expérience scientifique que vous aviez, les données qu'on allait avoir n'allaient pas être des données entre guillemets nettes, c'est-à-dire qu'il allait falloir filtrer, comprendre qui dit quoi, pourquoi cette personne ou ces personnes disent quoi, pourquoi ces institutions disent quoi. Qu'est-ce qui vous a pas mis la puce à l'oreille entre guillemets, mais qu'est-ce qui vous a fait le plus, qui vous a convaincu le plus de ces trois variables-là qu'il y allait y avoir un événement pas comparable par exemple au SARS-1 puisque moi aussi Oui, j'étais tout en à fait. Asie à partir. Alors, c'est ce que en fait, dans l'email que j'ai envoyé à mes parents, je me rappelle la fin janvier, je leur disais, on est déjà au niveau du SARS. On est déjà, on l'a dépassé. Les modèles montrent qu'en termes de contamination, en fonction de ce qui passe déjà à l'aéroport, on est nécessairement, on a passé les 5000 cas qui sont juste en gestation, ils vont arriver. Donc, c'était évident pour moi dès la fin janvier qu'on était déjà passé au-dessus de SARS. Ce qui voulait dire qu'on allait en entendre au moins pendant 6 mois. SARS avait duré quand même pas mal de temps, et ça a duré assez longtemps parce qu'il y a des petits cas qui sont revenus par la suite. Donc au début, c'était plutôt un cas je dirais, de compréhension des conséquences économiques et des conséquences, je dirais, pour la santé, hein, étant donné que j'avais déjà vécu un petit peu cela en Asie, où j'étais arrivé en Asie juste après ça. Donc c'était intéressant pour moi. Mais pour l'instant, c'était toujours pas la crise que c'est devenu. Hein. Je pensais que ça allait durer quelques temps, comme ça, peut-être 2-3 fois, puis ça allait repartir tranquillement. Mais c'est pas ça qui m'a déterminé dans ma recherche. Je disais, c'était plutôt un intérêt. Ce qui m'a lancé dans une recherche, c'est en fait le manque de recherche. Et ça, c'est arrivé quand la lettre de Lancet a été publiée le 19 février, et qu'ensuite, dans Nature, on a vu Proximal à origine publiée vers la mi-mars. Et quand j'ai lu la lettre de Lancet, je me suis dit, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Les certitudes qu'on est en train de nous déclarer me semblent pas être basées sur une analyse scientifique. Je suis un scientifique, je sais à quoi ressemble une analyse scientifique, hein, c'est pas difficile. Ça m'avait l'air être très politique et pas très scientifique. Et quand j'ai lu, mais ce qui m'a vraiment embêté, c'est quand j'ai lu ensuite Proximal Origin. Et mon boulot, c'est en fait de faire des analyses correctes, hein, et d'éviter les raccourcis, les erreurs de logique. C'est une grande partie de mon boulot, c'est de faire des analyses scientifiques, appliquer la méthode scientifique de manière absolument correcte, sans se fourvoyer en chemin. Et quand j'ai lu Proximal Origin, ça m'a terrassé, je dirais, dans les approximations, les certitudes, l'absence d'étayage logique, le manque de rigueur scientifique. Les différents scénarios ne sont même pas étayés, il n'y a pas de discussion sur des scénarios qui sont tout à fait possibles, sur lesquels il n'y a absolument rien. Ça m'a beaucoup ennuyé. Et ça m'a tellement ennuyé que je me suis dit, c'est pas possible. Je vais passer un peu de temps, je vais commencer à regarder si effectivement il n'y a pas quelque chose derrière, parce que ce genre de certitude qu'on essaie de nous vendre un peu rapidement, c'est pas la méthode scientifique. Donc voilà, j'ai commencé à discuter avec différentes personnes, et de fil en aiguille, en même temps il y avait déjà un réseau qui s'appelait Drastic qui s'était monté, je l'ai rejoint assez rapidement, et de fil en aiguille, on a commencé à faire une recherche, je dirais, en groupe, au sein au début essentiellement de Drastic, mais derrière il y a d'autres réseaux qui sont montés, que l'on a rejoints aussi dans le désordre parfois, mais qui se sont au bout d'un moment, je dirais, renforcés les uns les autres, et qui ont chacun leur spécialité, je dirais, les réseaux sont tous un peu différents. Et donc pour l'audience, pour orienter un petit peu les gens qui sont moins familiers avec le nom de Drastic, et qu'est-ce qu'est Drastic, donc expliquer peut-être brièvement ces deux groupes-là, les deux groupes essentiels dans lesquels vous avez participé, qui sont pas révélés, qui sont les gens derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière anonyme, mais expliquer ce qu'ils ont fait, parce que je pense que moi, en tout cas, si je regarde la différence entre les réseaux anglophones que je suis depuis 3 ans et les réseaux francophones, j'ai très peu vu d'explication, de présence ou de mention de Drastic dans les réseaux francophones. Donc expliquez-nous un petit peu.
Alors, le premier réseau qui s'est formé, je dirais, c'est le réseau qui s'appelle Drastic. C'était un réseau totalement informel qui s'est commencé à se former quand 3-4 personnes se sont rejoints, essentiellement sur Twitter, à se poser des questions, à commencer ensuite à dialoguer en one-to-one, etc. Ça s'est formé sur la fin février, début mars. Le nom lui-même est arrivé plus tard, je ne me rappelle plus, c'est dû arriver vers mai-juin. Ils ont décidé c'était Billy Bosketson qui a décidé de l'appeler Drastic. C'était un réseau, je dirais, Drastic, c'est un petit peu un réseau irrespectueux. C'est un réseau où les gens sont un peu plus directs. C'est un réseau qui a des profils très très différents. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas l'académie des sciences au niveau, je dis, du respect. C'est un réseau de gens avec d'énormes compétences. C'est un réseau avec des sources aussi. Hein. On a des informations qui viennent directement de sources. C'est un réseau qui est un peu plus, je dirais, tumultueux. Assez typique d'ailleurs de ce qu'on voit aujourd'hui en recherche qui se développe sur Internet, en sciences, je dirais, en sciences, en groupes qui font de la science sur Internet, qui font de la recherche très spécifique sur des sujets très spécifiques sur Internet. C'est assez similaire à cela. Il y a Bellingcat, par exemple, qui est un groupe qui était très connu, qui faisait beaucoup de recherches sur des questions militaires, et qui sont aussi un petit peu différents, hein, tout le monde est un petit peu différent. C'est un groupe qui est un petit peu dans cette essence. La plupart des gens, en fait, ne sont pas anonymes. Il y a peut-être 40% des gens qui sont anonymes sur les 25 à peu près du grand groupe Drastic. La plupart des gens, en fait, ne sont pas du tout anonymes. Les gens sont tout à fait normaux. Il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques de haut niveau d'ailleurs. Il y a différents types de profils. Il y a des gens, et beaucoup de gens qui ont une connaissance assez bonne du monde asiatique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui savent parler chinois, qui peuvent très bien lire le chinois. Donc on a quand même, je dirais, un melting pot de compétences assez diverses. C'est pas le groupe le plus respectueux, effectivement. C'est sûr, c'est un groupe un peu turbulent, parfois. Mais c'est un groupe qui est très intéressant parce que justement, comme il est un peu turbulent, on n'hésite pas à se rembarrer les uns les autres quand une hypothèse n'est pas très très bien soutenue. Et en fait, c'est très, ça pousse à beaucoup de travail et ça pousse aussi à évaluer les choses de manière assez ouverte, sans être coincé par des obligations ou des logiques qui n'ont rien à voir avec une logique de recherche. Donc ça, c'était le groupe Drastic. Il a été effectivement, je dirais, il a commencé très lentement vers mars 2020. Il s'est vraiment formé vers juin-juillet 2020, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à faire beaucoup d'analyses à l'intérieur du groupe. C'est un groupe important dans l'histoire de Covid et de la recherche Covid, puisque c'est un groupe qui, comme je l'ai dit, a eu accès, et a toujours accès d'ailleurs, à de l'information particulière. Donc on est en particulier connu pour avoir reçu le projet DARPA, le projet DEFUSE, qui est un projet classé en fait, hein. Enfin pas vraiment classé officiellement, mais qui était un projet qui avait été bien caché ou jamais mentionné, mais qui était un projet essentiel pour comprendre un petit peu le travail qui se préfigurait dans ces laboratoires en Chine et aux États-Unis. Derrière, il y a d'autres groupes, donc après Drastic, il y a un deuxième groupe qui est très important, dont pas mal de membres de Drastic font d'ailleurs partie, peut-être 8 à 10 membres de Drastic sont occasionnellement dedans. C'est un groupe qui est un peu plus, je dirais au niveau académique classique. Ce sont des chercheurs qui sont en position, qui sont de très haut niveau, et qui ont formé un groupe, je dirais, qui est un groupe informel. Donc on l'appelle le groupe de Paris, mais en fait, ils n'aiment pas qu'on appelle le groupe de Paris, parce qu'un groupe, généralement, les gens ont une appartenance fixe à l'intérieur d'un groupe. Donc je crois qu'il serait peut-être mieux de l'appeler le Forum de Paris. Le Forum de Paris, ça veut dire que c'est un forum ouvert où les gens peuvent venir pour une discussion, 2 discussions, 3 discussions, ou passer autant de temps qu'ils veulent avec nous. C'est effectivement un forum qui est organisé depuis Paris. C'est un forum de scientifiques de très haut niveau. Je ne peux pas vous donner des noms, mais je peux vous assurer que dans les grands noms dont vous entendez parler tout le temps,
sur Covid, beaucoup ils sont venus faire des présentations. Okay, il y a du très très haut niveau à l'intérieur du groupe de Paris. Et derrière là, il y a encore un troisième groupe, qui est un groupe américain, qui est un groupe plutôt des années, je dirais 70-80, avec des gens qui sont plus âgés en moyenne, mais qui ont énormément d'expérience, je dirais des problèmes internationaux, liés surtout à des problèmes d'application militaire des technologies. C'est un groupe qui aussi se superpose un petit peu avec le groupe de Paris sur certains membres. Et c'est un troisième groupe qui est très important. C'est un groupe qui a des accès aussi qui sont excellents, qui nous permettent parfois de comprendre un petit peu ce qui se passe par l'intérieur. D'accord, donc avec ces 3 groupes, qui ont des fonctions, on va dire, un petit peu différentes, mais qui, dans un sens, se rejoignent sur le contenu et sur la découverte du savoir, qu'est-ce qui vous a... Quelle est la partie du problème où vous êtes impliqué le plus? Alors, je pense que encore une fois, pour resituer l'audience, si l'audience n'est pas vraiment impliquée dans ce sujet-là, il y a différentes parties quand on parle du Covid. Il y a la partie d'émergence de la pandémie, c'est-à-dire quelle est l'origine de ce virus. On en a parlé brièvement en disant une origine, pour simplifier les choses, une origine zoonotique ou une origine d'un laboratoire. Et après, il faut comprendre dans l'origine du laboratoire, à la fois, on va dire, la trajectoire de cette construction d'un virus, s'il y a eu construction, et l'émanation du virus lui-même, donc accidentelle ou provoquée ou peu importe. Donc il y a déjà ces deux aspects-là. Et puis ensuite, après, il y a l'aspect de gestion de la pandémie telle quelle, une fois qu'on a sorti le virus, et les rôles géostratégiques à la fois des pays, donc puisque les pays principalement impliqués sont les États-Unis, la Chine dans un certain domaine, et bien sûr des pays occidentaux stratégiques dont on a parlé, comme le Royaume-Uni, comme l'Australie, comme l'Europe, qui ou directement ou indirectement sont reliés avec le projet dont vous avez parlé, qui est donc expliqué dans cet appel d'offres, on va dire, puisque le Diffuse, c'est une sorte d'appel d'offres militaire, si je me trompe pas. Tout à fait. Bon, je vais parler un petit peu de Diffuse rapidement, ensuite je vais revenir sur la question qui est un peu plus large. Le Diffuse, c'était un projet en fait d'ARPA, qui est une institution de recherche militaire, qui en fait, par rapport, je dirais, au CNRS, au niveau des grandes sociétés de recherche traditionnelles, est très différente. L'idée de DARPA, c'est que c'est quelque chose qui est capable, en fait, de poser des questions qui sont un peu différentes et de demander aux gens de les résoudre de manière beaucoup plus imaginative. Okay, donc, par rapport à une institution qui gère de la recherche de manière assez tranquille et assez traditionnelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et c'est une institution qui essaie de faire réfléchir les gens de manière différente pour qu'ils arrivent à définir des solutions qui soient totalement différentes et beaucoup plus innovantes. Okay, donc c'est un groupe de recherche très innovant lié effectivement à la défense américaine. Donc à l'intérieur de DARPA, généralement, ils posent... c'est pas vraiment des offres, des demandes de projets classiques où on vous donne pas un projet très défini et derrière vous faites... c'est pas un appel d'offres, je dirais. Hein. Il y a une grande direction qui est comment essayer de résoudre ce problème. Comment essayer de faire des vaccins le plus rapidement possible, en 3 semaines, s'il y a une épidémie, avoir un vaccin qui soit disponible, par exemple. Des problèmes tout simples. Enfin, tout simples. C'est des questions qui se mettent en une phrase ou 2 phrases. Mais des questions qui poussent bien au-delà, je dirais, de la zone de confort de la recherche habituelle. Sur cela, il y avait toute une question. Le problème de l'armée américaine, et de toutes les armées d'ailleurs, c'est que la plupart des gens dans une campagne à l'étranger, ne meurent pas des armes, ils ne meurent pas d'accidents se faisant écraser par un camion, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, mais en fait, ils meurent le plus souvent de maladies. Okay, si vous allez dans des campagnes telles qu'au Vietnam, en Indochine, en Afrique, en Amérique du Sud, ce qui incapacite, ce qui vraiment touche les armées de manière très importante, ce sont les maladies.
Et une maladie en Asie, par exemple, sur un terrain d'action en Asie, ça peut effectivement, s'il y a des hommes sur le terrain, ça peut effectivement avoir des conséquences très négatives pour les armées déployées. Donc, ce que fait par exemple DARPA, c'est de trouver des solutions qui sont des solutions de protection des hommes déployés à l'étranger contre des maladies infectieuses. Okay, et le projet DEFUSE, en fait, était une réponse à une demande d'essayer de mettre en place effectivement un mécanisme de prophylaxie, c'est-à-dire de vaccination en fait dans ce cas-là, par rapport à des maladies qui pourraient, ou des pathogènes qui pourraient toucher effectivement des militaires déployés. Dans ce cas-là, c'était des bad cov. La question n'était pas posée en termes de bad cov, en termes de coronavirus nécessairement. La question était posée en termes de protection de l'armée déployée, je dirais, en termes sanitaires par rapport à des virus. Et DEFUSE était une réponse très spécifique dans le domaine des bad cov, sur l'Asie du Sud-Est, et qui avait été faite effectivement par un groupe très particulier qui était Coels Alliance, lié à des gens à Singapour, et Lin Fa-Wang, et lié à Daniel Anderson, et lié aussi évidemment des instituts de recherche en Chine. Donc ça, c'est pour replacer un petit peu DEFUSE. De manière, pour revenir un petit peu à votre question précédente, ce qui m'a le plus intéressé dans cela, ou sur lequel j'ai le plus contribué, en fait, c'est plutôt un inventaire. En fait, on commence toujours, dans toute analyse d'un problème, on commence par un inventaire. Okay, on va chercher les données pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les données, ça peut être des données sur le risque des laboratoires, les données sur les projets qui fonctionnent, qui sont en place. Ça peut être des données tout simplement sur les gens, les réseaux de personnes qui travaillent sur ces projets, donc essayer de reconstruire les réseaux. Ça peut être aussi des données sur ce qui s'est passé à l'intérieur de certaines organisations essentielles, essayer de vraiment comprendre ce qui s'est passé, comment les gens ont communiqué, ce qu'ils se disaient, etc. etc. C'est en fait un travail de détective, c'est tout simple. Vous faites un inventaire, vous essayez de comprendre quels sont les acteurs et vous essayez de comprendre ce que les acteurs faisaient à cette époque. Et derrière, vous essayez effectivement de comprendre les facteurs de risque associés à ce genre de comportement ou à ce genre d'activité. C'est vraiment rien d'autre qu'un travail de détective. C'est vraiment tout simple. Enfin, c'est tout simple sur le papier. Pour aller chercher les données, c'est d'autres choses, évidemment. Et donc, ce travail de détective, il a été accueilli de quelle manière, en fait? Parce qu'on voit qu'il y a, depuis le début, à la fois avec on va dire, les institutions scientifiques et académiques et de publications reconnues comme Nature, The Lancet, la commission de Lancet, la commission de WHO à ce moment-là qui a été envoyée en Chine. On voit qu'il y avait derrière une espèce d'énorme mécanique de narratif. Alors narratif, ça ne veut pas nécessairement dire faux, c'est juste qu'il y avait derrière la construction d'une logique qu'on voulait que tout le monde ait. Donc, comment, par rapport à ça, vous avez votre travail de recherche et d'investigation a été accueilli par rapport au narratif principal, et particulièrement avec le temps et une espèce de chasme qui s'est présenté entre le narratif officiel de la zoonotie, straight line, etc., et ce que vous découvriez au fur et à mesure, non seulement votre groupe à vous, mais peut-être d'autres groupes, etc. Tout à fait. Donc, comment ça a été perçu, et deux, qu'est-ce que ça a produit comme réaction, au sens où par rapport au narratif qui était énorme quand même devant nous? Alors oui, tout à fait. Il faut bien comprendre qu'en fait, il y a deux logiques qui sont opposées sur cela. Il y avait une logique qui était une logique imposée par quelques scientifiques qui disaient que grosso modo, c'était nécessairement une zoonose naturelle. Et que même concevoir que ça ne puisse pas être une zoonose naturelle, ça veut dire que vous êtes un trumpiste complètement fou. Je sais pas, enfin, grosso modo, vous massacrez des chatons le week-end pour vous amuser, enfin des choses comme ça. Grosso modo, c'était à peu près la logique si vous osiez questionner
l'histoire de la zoonose naturelle. Derrière, il y avait une autre logique, une logique drastique que d'autres ont développée, qui est de dire, en fait, on ne sait pas trop, mais on va commencer à lever un petit peu des cailloux ou un petit peu ce qu'il y a dessous. Et quand on commençait à lever, on s'apercevait que c'était pas si clair que ça. En fait, progressivement, à l'intérieur de ces gens qui ont osé poser les questions, il y a des différences évidemment d'opinion. Il y en a quelques-uns qui sont plus pour la zoonose, il y en a qui sont plus pour en fait le risque de laboratoire. Au cours du temps, beaucoup ont migré en fait plutôt vers le risque de laboratoire. Mais bon, toujours sans certitude définitive. Moi-même, après avoir travaillé pendant 2 ans et demi sur cela, je suis à peu près à 75-80% maximum sur un accident lié à la recherche et je garde toujours 20-25% pour une possible zoonose. Ne serait-ce que par rigueur scientifique, parce que je n'ai pas de preuves à ce jour. Okay, et tant que je n'ai pas de preuves à ce jour, je ne vais pas faire ce que d'autres personnes ont fait dans Nature ou dans Lancet, je ne vais pas déclarer que je sais parce que je ne sais pas. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc comment ça s'est fait? En fait, au début, le plus remarquable quand on s'est lancé dans cela, au début, il y avait quelques personnes qui effectivement se posaient des questions et disaient « ça m'a pas l'air très logique tout ça, hein. Ça m'a l'air un peu étrange ». La manière dont on essaie de nous dire que c'est nécessairement une zoonose sans nous donner effectivement d'éléments qui nous permettent de le justifier. Donc il y avait ces petits groupes essentiellement drastiques, et ensuite rapidement il y a le groupe de Paris qui s'est formé, et quand on s'est mis en contact avec le groupe de Paris, d'ailleurs l'idée du groupe de Paris c'était en fait de dire aux scientifiques qu'ils n'étaient pas seuls, que les scientifiques qui se posaient des questions avaient le droit de se poser des questions, et qu'ils n'étaient pas des fous alliés, mais qu'en fait il y avait d'autres scientifiques qui osaient se poser des questions, et qui avaient décidé effectivement de mettre en place un forum de réflexion et d'échange sur ce genre de choses. Donc en fait, au début, c'est vrai que je dirais jusqu'à peu près décembre 2020, on était assaillis de critiques, on était complètement pris pour des fous, pour oser poser des questions, mais on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout les seuls, et qu'il y avait de plus en plus de scientifiques qui se posaient des questions. Moi, je m'en suis rendu compte, je dirais, dès juillet 2020, quand je me suis mis en contact avec le troisième groupe, le groupe américain, qui est un groupe de personnes qui sont plutôt posées sur des questions, je dirais, militaires, et qui, en interne, pensaient aussi, c'est pas si évident que ça, hein. Donc en fait, ça m'a donné du baume au cœur, parce que j'avais fait toute une analyse statistique basée sur des précédents d'accidents de laboratoire, etc. Et à la fin de mon analyse statistique, je ne pouvais pas exclure du tout la possibilité d'un accident. L'idée de mon analyse statistique, c'est de voir si j'étais fou ou pas fou. À la fin de mon analyse statistique, de manière très conservative, avec différents types de scénarios, dans un cas de ces scénarios, on ne pouvait exclure la possibilité d'un accident. Et quand j'en ai parlé à d'autres scientifiques donc aux États-Unis, ils m'ont dit oui, on ne peut pas l'exclure, c'est la réalité. Hein. Donc en fait, je dirais au début, c'était essayer de se trouver un petit peu les uns les autres, essayer d'avoir le courage de former des groupes qui discutent de cela de manière ouverte, tout en, effectivement, en étant toujours traités comme étant des fous alliés, des trumpistes, des nazis, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Bon, ça fait partie évidemment du boulot, je dirais. Mais ça s'est beaucoup calmé, hein. Fait récemment, je dirais, depuis début 2022, ça s'est quand même énormément calmé. Et on commence à glisser tranquillement dans un débat qui est beaucoup plus mûr, où les excités commencent à disparaître un petit peu. Surtout les excités de la zoonose se sont pas mal discrédités, donc ils commencent tranquillement à disparaître. Et on commence à avoir un vrai discours, on peut vraiment poser des questions et formuler des hypothèses et essayer de se pousser les uns un peu les autres, et d'avoir un débat intelligent, un débat qui nous a été totalement refusé, je dirais, au vrai niveau, pendant 2 ans. Et donc, pour une question qui me préoccupe pas mal, parce que moi, en tant qu'individu, en tant que scientifique et aussi en tant que citoyen à la fois français mais résident à Singapour, il y a des tas de choses que je comprends pas, je comprends toujours pas. Donc je vais poser des questions bêtes, c'est ma spécialité. Donc la question que je comprends pas, c'est l'histoire du P4. Enfin le P4 c'est même pas le bon terme, mais l'histoire du laboratoire à Wuhan. Déjà la relation entre la France
Et ce laboratoire, elle est établie au sens de la construction du laboratoire, puisqu'on a des photos de gens qui sont Bien des sûr. hommes politiques, et le ministre de la Santé française à ce moment-là, qui était Marisol Touraine. Moi, ce qui me stupéfait un petit peu là-dedans, c'est qu'en France, en tout cas de ce que j'en connais moi, ce que j'en ressens moi, il n'y a pas eu de débat, même de questions sur ça. C'est-à-dire d'où pourrait venir ce virus à part la zoonote. Et même si c'était la zoonote, il y a ce laboratoire-là où il y avait ces recherches-là. Quelle est la relation, s'il y en a une, entre la France et ce laboratoire? Ça a été zéro, oblitéré, on n'en parle pas du tout, ça n'existe pas. Alors, Donc il y a déjà cette question-là. Et ensuite, on va passer à la question de l'actualité américaine à l'heure actuelle, qui est aussi très peu débattue en France, donc je ne sais pas dans les pays francophones, en Belgique, en Suisse et au Canada, mais en tout cas en France, cette actualité de débat et même de sollicitation au Sénat de Dr Fauci, de tout ce qu'on peut avoir avec Jeffrey Sachs qui a sorti, enfin pas lui, mais pas que lui, mais tous les gens qui étaient dans cette commission, ça c'est oblitéré, il n'y a pas de contexte du tout dont on parle en France, donc je voulais savoir quelle est votre vue là-dessus, comment ça se fait? Ok, bon, je vais commencer par le P4. Le P4 est en fait un sujet un peu annexe. Hein. C'est la recherche sur les coronavirus de chauve-souris se faisait essentiellement en P3 avec un peu de P2 en fonction, ça fait d'ailleurs partie des réglementations locales. Il y a certains tests qui ne sont pas trop normalement risqués qui se faisaient en P2 et il y avait la plus grande partie se faisait en fait en P3. Ce qui est en fait totalement insuffisant pour un virus tel que le coronavirus. Mais un peu par bêtise, effectivement, ils avaient décidé que ça, il n'y avait aucun problème pour le faire en P3. Donc le P4 est un peu annexe. Par contre, le P4, même s'il est annexe par rapport à des scénarios d'accidents de laboratoire, est quand même assez intéressant comme histoire parce que ça montre un petit peu tout le malaise et toute cette duplicité, un petit peu toute cette idiotie dans lequel beaucoup de gouvernements sont rentrés en fait. Il faut se rappeler que le P4 en fait avait été construit par la France. La décision de le construire, de participer à la construction du P4, au design et à la construction du P4, est en fait a été prise juste après la guerre du Golfe, après que les Français se soient fait traiter de tous les noms par les Américains, insultés par les Américains, et après que Villepin ait grosso modo assemblé l'ONU et assassiné les Américains plus ou moins, dans un superbe discours qui restera un discours d'anthologie d'ailleurs. Là, la France était assez chagrinée quand même par le rôle des États-Unis au début des années 2000 quand ils se sont lancés dans la guerre du Golfe. Et une décision qui avait été faite, en fait, prise à l'époque, c'était en fait de profiter un peu de l'occasion pour lancer la France dans une opportunité, je dirais, diplomatique par rapport à la Chine. Donc essayer de se rapprocher de la Chine, essayer de livrer en particulier la technologie dont ils avaient besoin juste après SARS en 2002-2003, pour leur délivrer un P4. Il y a des bonnes intentions dans tout cela, c'est sûr que la Chine avait besoin de cette technologie à un certain niveau. Il y avait des moins bonnes, il y avait aussi des choses un peu idiotes dans tout cela, parce que les Américains disaient c'est pas nécessairement la meilleure idée, et les Français, qui avaient été très chagrinés de la manière dont ils avaient été traités durant la guerre du Golfe, leur ont dit d'aller voir ailleurs. C'était pas le plus intelligent. Il y a une petite histoire derrière, d'ailleurs, qui est assez intéressante, c'est que la France avait sans doute d'ailleurs participé à la construction du P4 militaire de Taïwan dans les années 1985. C'est les Français qui ont fourni le matériel et qui ont sans doute aussi participé, j'imagine, au design de ce P4 militaire à Taïwan. Donc, les Chinois sont revenus et effectivement, les Français ont accepté de se lancer dans la construction d'un P4 ensuite en Chine. C'était une belle histoire qui aurait pu très bien tourner, mais enfin bon, toute personne qui a observé un petit peu la Chine et la manière dont la Chine pratique aurait pu quand même concevoir qu'il pourrait y avoir des difficultés. La construction du P4 était supposée délivrer d'énormes avantages à la France en termes de participation, avec une centaine de scientifiques sur place qui devaient travailler avec la Chine de manière propre et correcte sur l'identification de traitements et de travail sur des pathogènes importants. De tout cela, rien n'est advenu une fois que la Chine a eu les blueprints
les plans du P4. Grosso modo, ils ont dit merci. Maintenant, on va effectivement décider qui va le construire. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Il y a eu énormément de problèmes parce que la Chine a tout de suite essayé de mettre en place en fait une logique qui n'est pas vraiment une bonne logique d'ingénierie pour la France. Ils ont essayé de faire les choses un petit peu eux-mêmes très rapidement avec des sociétés qui n'avaient pas d'expérience. Souvent des sociétés, la plus grande société d'ailleurs était liée à l'armée chinoise, ce qui a posé des problèmes au renseignement américain, ce qui a posé des problèmes au renseignement français, ce qui a presque fait capoter le projet. En fait, le projet commençait déjà à mal partir, et à la fin de tout ça, grosso modo en 2015-2017, quand tout a été fini, sur les 100 scientifiques français qui devaient travailler là-bas, il n'y en a pas un seul, il n'y a rien. Il y a rien. Les Chinois ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu effectivement de cette dissension entre la France et les États-Unis à la sortie de la guerre du Golfe, ils ont effectivement obtenu un très beau travail, une très belle plateforme de recherche. Ce qui a énormément, évidemment, embêté les États-Unis, parce qu'une fois que cette plateforme de recherche était en place, ça a causé des problèmes énormément aux États-Unis. Ce qu'on a vu ensuite, c'est que la France a disparu de toute manière, au niveau donc de la coopération scientifique avec la Chine, elle a complètement disparu. Je pense que les Chinois avaient décidé que ça suffisait, et la vraie coopération scientifique s'est en fait mise en place avec les États-Unis. Donc c'est une histoire assez intéressante. Hein. Les Français ont fait leur petite crise de nerfs, et ils ont construit un beau P4, et derrière les Américains ont fait une coopération scientifique pour essayer d'essuyer les pattes. Donc c'est assez amusant. C'est au niveau d'idiotie, je dirais, dans la réflexion en fait sur ce genre de choses. Il y a une espèce de naïveté, enfin, je sais pas, à l'échelle simple d'un individu, on se dit, surtout si on connaît l'Asie, on a l'impression que c'est juste inconcevable qu'un groupe de gens aussi qualifiés puisse avoir, enfin, moi, j'aurais bien aimé être dans les réunions qui ont décidé que, voilà, on va construire un laboratoire, même P3, P4, peu importe, militaire dans la ville de Wuhan. Enfin, en tout cas, il y aura des autorités militaires qui s'en occupent. Ça va être en Chine. Mais après, une fois qu'on l'a construit, ils vont nous laisser travailler. On va faire de la recherche super stratégique. Ça va marcher. Enfin, il y a un niveau de naïveté qui est inconcevable. Et après, derrière, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le silence total de Marisol Touraine. Pourquoi on dit, on a du mal à trouver les données en Chine, on a du mal à trouver, on peut pas poser des questions aux États-Unis, mais on n'a pas besoin de poser des questions aux États-Unis. On peut pas poser la question à Marisol Touraine, on peut pas poser la question à monsieur, je pense que c'était Cazeneuve qui était là. On a vu que Xi Jinping a été reçu plusieurs fois par des sommités en France au niveau de la coopération. On peut pas poser des questions là pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment on a su qu'il y avait une pandémie, enfin. Tout le monde était d'accord sur ça, depuis Chirac jusqu'à des ministres socialistes, hein, tout le monde, tous les partis ont tout à fait décidé que c'était une superbe opportunité, effectivement, de mater un petit peu les Américains à la sortie de la guerre du Golfe. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, la Chine n'avait pas pris le pas encore que Xi Jinping lui a donné. Xi Jinping est arrivé en 2012, et la tendance extrémiste de la Chine, très nationaliste, c'est vraiment développé, je dirais, à partir de 2012-2013. Certains diront, dans les années précédentes, ça commençait déjà à mal tourner, mais la vérité, je dirais, jusqu'en 2013-2014, on pouvait toujours imaginer que la Chine allait se développer dans le bon sens et participer effectivement à ce mouvement, c'était peut-être les aider à se développer effectivement dans le bon sens. Il y a quand même une énorme naïveté, puisque il y a plein de détails que je ne vous donne pas, mais il y avait des problèmes avec des laboratoires mobiles qui avaient été délivrés par la France, des laboratoires mobiles P3, quand les renseignements, quand la France avait demandé où ils étaient passés, les Chinois leur ont dit qu'ils ne savaient pas où ils étaient, que certains avaient effectivement étaient frigorifiés dans l'Himalaya. Enfin bon, des foutaises remarquables. C'était très amusant. Grosso modo, les Chinois étaient tellement sûrs du deal qu'ils n'en avaient rien à faire, et ils donnaient n'importe quelle réponse aux questions parce qu'ils étaient sûrs, ils savaient très bien qu'il y avait un appui politique derrière qui était tel qu'en fait le deal allait se faire. C'était pas si évident que ça, parce que les renseignements français ont mis énormément de freins. Les renseignements français ont quand même énormément poussé contre ce genre la réalisation. Soyons clairs, c'était pas au niveau politique. Les partis droite et de gauche étaient sans doute tout à fait d'accord pour délivrer ce projet, mais derrière, les renseignements n'étaient pas aussi chauds que ça, pas du tout.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme tout le monde, les deux partis, enfin les principaux partis français avaient tout à fait décidé que c'était une super idée, personne aujourd'hui va commencer à envoyer des pierres, hein, parce que ça va vous retomber assez rapidement sur la figure, hein, il n'y a aucun problème. Puis bon, reconnaître une grande naïveté qui en fait est évidente pour des gens qui ont vécu à Singapour ou à Hong Kong, enfin bon, cette naïveté qui est une naïveté de débutant est pas très bonne à reconnaître. C'est juste sidérant. Alors après, il y a tout le comportement des suites de Marisol Touraine, c'est-à-dire bon, Agnès Buzyn. Voilà, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, enfin dans sa tête. Bon, je vous pose pas la question parce qu'on n'est pas Agnès Buzyn, mais je voudrais bien savoir comment ça se passe en 2019 quand on a du retour ou bien des services secrets ou bien de localement des ambassades ou quoi. On vous dit voilà, il y a un petit problème, on va avoir un petit problème et on vous met des A4 à Charles de Gaulle en disant non, le coronavirus, c'est pas un problème pour nous, ça s'arrête aux aéroports. J'aimerais bien savoir à ce moment-là, derrière, sachant qu'il y avait toute une infrastructure, un historique avec le pays, un historique avec le laboratoire, un historique avec les États-Unis, il n'y a pas quelque chose qui se met en place par rapport au gouvernement français pour dire attention, là, il va falloir quand même, comme ça s'est passé, comme vous l'avez dit, à Singapour, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande. Bon, il y a eu des choses qui ont été drastiques tout de suite. On a fermé les frontières, on réfléchit, même si maintenant on peut questionner ça parce qu'on peut questionner le timing, peut-être que c'était déjà trop tard. Peu importe, au moins on a pris ça au sérieux, on a fait quelque chose. Là, on a l'impression qu'en France, on avait Monsieur Macron qui nous disait sortez au cinéma, ne sortez plus le lendemain. C'était non, les auto-attestations, les trucs complètement délirants qu'on a eu. Je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit ou la possibilité de questionner les institutions politiques, scientifiques françaises sur l'origine. Si on comprend pas l'origine de ce problème, comment on peut le gérer? Donc, c'est quoi votre vue là-dessus? Sur cela, je dois quand même dire que Le Point a fait une très très bonne étude. Hein. Dans Le Point, il y avait une super série d'articles justement sur le problème des décisions des autorités françaises. Moi, je ne vis pas en France, donc je dirais je vois ça avec un intérêt mixte, hein, parce que c'est franchement pas ma priorité des priorités. Mais le fait qu'on a vécu en Asie, on sait ce que c'est qu'un coronavirus. On a vu ce que SARS a fait. Hein. Si on se balade dans le parc du centre de Hong Kong, il y a des statues pour tous les médecins qui sont morts durant SARS. Hein. Il suffit d'aller se balader à 5 minutes des gratte-ciel pour voir un petit peu quel est l'impact sur la profession médicale. Hein. Il y a énormément de statues de bustes de jeunes médecins qui sont morts durant SARS. Hein. C'est quand même assez marquant. Et je pense que bien en Asie, mais au Japon et ailleurs, on a quand même une attitude qui est un peu plus mûre par rapport à ce type de bug ou de virus respiratoire qu'on a en Asie. Moi, j'en avais ramassé un une fois, je crois déjà en 98. Je m'étais ramassé un très mauvais virus respiratoire en Asie. Je peux vous assurer que c'était pas joli. Hein. C'était bon. Et ça, il y en a beaucoup. Hein. C'est un pays où il y a énormément. L'Asie, c'est un pays où il y a des virus qui se baladent et il y en a quelques-uns qui par moment effectivement peuvent donner lieu effectivement à des épidémies même beaucoup plus graves. En Europe, j'ai l'impression que c'est un petit peu... En Europe, on est plutôt dans une histoire de grippe. Quoi. Ce point de référence, c'est la grippe. En Asie, le point de référence, c'est pas la grippe, hein, c'est SARS. C'est quand même très différent. Et je pense que maintenant, en Europe et ailleurs, on va commencer à réfléchir un peu différemment. Mais la réalité, c'est que le point de référence de tous nos décisionnaires, malgré l'accès à tous les scientifiques qu'ils avaient, les gens réfléchissent par rapport à la perception du français moyen. Le français moyen, tout ce qu'il va comprendre, c'est la grippe. Ok, on ne va pas aller très loin avec ça. Le Hongkongais moyen ou le Singapourien moyen, ce qu'il va comprendre, c'est SARS. Donc ça facilite quand même les choses. Et en Nouvelle-Zélande, on a quand même la chance d'avoir un gouvernement très progressif, une population qui est assez bien éduquée, assez disciplinée. Donc c'est aussi, on pouvait rentrer dans une logique qui était quand même une logique beaucoup plus mûre. Mais bon, c'est un problème de maturité, je dirais, des perceptions, hein, de la personne moyenne, qui, derrière, largement, malheureusement, décide des décisions politiques. Alors, au jour d'aujourd'hui, on en est où avec cette histoire? Puisqu'on voit que Jeffrey Sachs et la commission sur le Lancet vient de sortir un certain nombre
de choses qui sont relatives aux conclusions qui avaient été faites par WHO avant. On voit que le Sénat américain, puisqu'on est dans un calendrier assez sensible à la veille d'élections américaines en mois de novembre, est en train de poser un certain nombre de questions. On en est où par rapport à la recherche dans laquelle vous êtes vous-même de la situation à l'heure d'aujourd'hui? Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. La première chose qu'il faut quand même se rappeler, c'était le moment le plus important, c'était le rapport final du WHO, de l'OMS. Et c'est là que le groupe de Paris et Drastic ont énormément travaillé. Et j'ai écrit avec Jamie Metzel et Virginie. On a écrit quand même 3 ou 4 lettres à l'OMS qui ont été très importantes et qui ont beaucoup, je dirais, contribué, j'espère du moins, à une perception un peu plus mûre par les instants dirigeants de l'OMS sur ce genre de choses. Donc en fait, ce qui s'est passé, l'instant le plus important, ça a été la décision par le directeur de l'OMS, par Tedros, de reconnaître les défaillances de la mission de l'OMS en Chine et de laisser sur la table la possibilité d'un accident, un accident de laboratoire ou un accident lors d'un échantillonnage dans des grottes au Laos ou au Yunnan. De le laisser sur la table, de laisser les choses ouvertes pour que derrière, la science puisse évoluer et que les gens puissent travailler dessus. Okay, parce que si on ferme encore une fois le débat, c'est sûr qu'on ne va pas aller bien loin. Et c'est évidemment ce que les Chinois ont essayé de faire, c'est de fermer le débat pour le clore et qu'on ne puisse jamais plus en discuter. On a réussi, heureusement, à faire en sorte que Tedros, avec beaucoup de bon sens, laisse le débat ouvert. Derrière, ça a été très lent, mais bon, il y a eu une série d'articles, surtout aux États-Unis, qui ont été importants. Et il y a eu le début, effectivement, de tous ces emails qui ont été révélés par des Freedom of Information, donc par l'accès aux données des institutions américaines. Et cela a commencé, effectivement, à progressivement changer le débat. On est resté, néanmoins, pendant très longtemps dans une logique d'opposition, où des intérêts aux États-Unis, certains scientifiques en particulier, traitaient tout le monde dès qu'on commençait à se poser des questions de fous furieux, de néo-nazis, de trumpistes, de ce que vous voulez, enfin bon, n'importe quoi. Plus c'était absurde, mieux c'était, visiblement. Mais enfin, on est quand même arrivé à dégager, après que Tedros ait tapé du poing sur la table, on est arrivé à dégager un espace pour qu'il y ait une discussion. Okay, le tout, c'est de dégager un espace pour que les gens puissent discuter. Derrière, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Okay, en septembre 2021, on a eu, un informateur nous a donné le dossier DEFUSE qu'on a analysé, qui a montré qu'il y avait une recherche qui étaient sans doute déjà en place, parce que ce genre de projet, c'est pas des projets, c'est pas une fusée dans l'espace, c'est la continuité bien souvent de choses qui sont déjà en place. Hein. C'est juste avancer progressivement sur des bases, sur des pylons qui sont déjà dans le sol bien souvent. Donc on a montré en fait que c'était un sujet qui était un sujet tout à fait crédible, c'est un sujet qui était une question ou une investigation qui était absolument essentielle et qui n'était pas de la folie furieuse. Derrière, il y a eu énormément de choses. Il y a eu une autre lettre dans Lancet par des chercheurs américains qui avait été signée par Parikh, ce qui a beaucoup changé la perception. Et de fil en aiguille, on est arrivé effectivement à un certain équilibre, hein, jusqu'à ce qu'en février 2022, certains chercheurs, à nouveau, essaient de tuer le débat. Et ça a été l'article de Worobey dans le New York Times, sur le papier de Worobey dans Science, qui a été repris magiquement par le New York Times et par beaucoup de médias qui disaient que c'était fini, on avait trouvé l'animal intermédiaire, on avait même une photo, tout avait été fait, c'était fini, il n'y a aucun doute, ça vient du marché, c'est fait quoi. Ça, c'était un préprint qui est sorti en février, début 2022.
Et derrière, il y a eu à nouveau, il y a quelques mois, la version finale de ces papiers qui est sortie avec un papier aussi de simulation, qui est un papier Pekar et al., qui est un papier très technique dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais grosso modo, ces deux papiers ont essayé, pour une dernière fois, de fermer le débat, encore une fois. Okay, malheureusement, ça n'a pas marché. D'abord, très rapidement, on est arrivé à montrer que les données d'Eurorebay étaient des données un petit peu farfelues. Je peux en parler énormément, mais grosso modo, les données du WHO, qui ont été les données officielles jusqu'à aujourd'hui, sont des données qui remontent en fait à la mi-février 2020, avant même qu'il y ait eu une vraie recherche rétrospective des cas. C'est des données qui n'ont très peu de valeur pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en fait, les Chinois n'ont même pas essayé de nous donner des données réalistiques. Ils sont remontés à ce qu'ils avaient vers le 15 février 2020, et ils ont donné ça au WHO. Voilà, c'est fait, c'est fini, au revoir, posez pas de questions. Et ça, on le voit tout de suite dans le papier de Europé, c'est un petit peu n'importe quoi sur ça. C'est que le plus gros problème, sans rentrer dans des questions de technique et de méthode qui est assez foireuse là aussi, mais juste que sur les données sont totalement inutiles. Enfin, elles ne servent à rien puisque c'est des données qui remontent au 15 février 2020. Okay, donc c'est pas très utile. Malheureusement, donc, on est arrivé à montrer assez rapidement, et de plus en plus de scientifiques ont compris que ces papiers étaient un peu absurdes. D'une certaine manière, ça a été contre-productif. Ces papiers ont été tellement absurdes pour certains scientifiques américains qu'on a vu de plus en plus de gens sortir du bois et nous dire « mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses ?» Enfin, sur les 2-3 derniers mois, j'ai vu de plus en plus de scientifiques américains nous dire « mais bon, au début, je voulais bien y croire, mais quand je vois ce qui vient de se passer ces 6 derniers mois, je suis sidéré. » Donc on voit de plus en plus en fait, de gens sortir du bois et nous dire bah, « écoutez, ça suffit maintenant, il faut quand même qu'on traite le problème de manière respectueuse et honnête. » Donc en fait, cette tentative d'étouffer un nouvel débat a tout simplement pas fonctionné. Et on rentre, comme je l'ai dit, on commence à rentrer dans un débat beaucoup plus honnête et beaucoup plus intéressant sur les différentes hypothèses. Donc aujourd'hui, on a vu effectivement Jeffrey Sachs qui a bien mis les points sur la table en disant les deux hypothèses sont tout à fait plausibles, et d'une certaine manière, je pense, au niveau personnel, Sachs a dit à mon niveau personnel, qui n'est pas nécessairement l'opinion des 20 autres personnes sur la commission. Hein. À mon niveau personnel, je pense plutôt sur un virus, sur un accident de recherche, tout en reconnaissant que c'était son opinion personnelle. Hein. Mais on voit très bien que même à l'intérieur de la commission du Lancet, il y a une vraie acceptation du fait que ça puisse effectivement être un accident de recherche. Derrière cela a énormément de conséquences. Enfin, l'idée, c'est pas simplement d'avoir raison. Enfin, bon, si c'est juste pour dire c'est un accident de recherche, ok, c'est pas très utile. L'idée, c'est de tirer les conséquences de cette réalité. Ok, même le simple fait que ça puisse être un accident de recherche, il y a des conséquences à tirer. Il y a des conséquences à tirer sur le type de recherche que l'on fait et les conditions dans lesquelles on fait. Donc on voit tout de suite, derrière, il y a des initiatives qui sont mises en place pour essayer de resserrer un petit peu ces conditions de recherche. Le WHO, après avoir sorti son rapport en 2021, avait dès le début, s'était lancé dès le début dans une vraie réflexion sur ça. Ils avaient mis en place un comité qui s'appelle SAGO, qui est un comité qui est pas simplement lié à des questions de sécurité sur la recherche, mais qui est lié, je dirais, à toutes les problématiques d'épidémie et de pandémie, dont une problématique est effectivement la zoonose naturelle, mais une autre problématique est les risques de recherche. Donc, le WHO, en fait, a très tôt commencé à réfléchir de manière intelligente sur la chose, de manière assez calme. La réalité, et ça les gens ont du mal à le comprendre, et je pense qu'il y a un grand déphasage entre la perception des médias et la réalité. La réalité, c'est que il y a beaucoup de gens à l'intérieur du WHO qui ont très vite compris que les données qui leur avaient été données sont absolument manquantes. Okay,
la conviction de WHO, c'est qu'en fait, on leur a pas donné toutes les données. Et qu'il y a sans doute beaucoup de cas qui remontent bien avant le début d'un événement au marché. Ce qui fait même pour que les gens de WHO, tout ce délire sur les papiers de Worobet, de Pécard, tout ça, c'est très amusant, mais en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'ils sont convaincus de toute manière qu'il y avait énormément de cas auparavant. Donc, on n'en entend pas beaucoup parler, mais grosso modo, en partie, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de ces instances qui s'amusent un petit peu de cette discussion extrême sur ces deux papiers de science, parce que leur conviction, c'est de toute manière, ça n'a aucun sens. Il y avait des cas bien auparavant, déjà en novembre, et si ce n'est octobre, ce qui invalide de toute manière ces papiers. Donc on en est là. Maintenant, il y a d'édition, on voit effectivement un début de réflexion régulatoire. Aux États-Unis un petit peu, il y a une initiative qui se met en place internationale. On essaie maintenant de rentrer dans une logique constructive de dialogue et de mise en place de garde-fous pour ce genre de recherche. Et ça, c'est sans doute le plus important. C'est important de savoir effectivement si c'est 100% un accident de recherche ou pas. Ok, c'est important. Mais le plus important, c'est que si on sait dès aujourd'hui que ce type de recherche est risqué, bien, il faut déjà acter et éviter qu'on se retrouve dans une telle situation. Donc il y a énormément de progrès, hein, et on voit énormément de progrès. C'est vrai que ce genre de progrès est plutôt détaillé aux États-Unis, mais qu'en Europe, surtout dans la presse française, je vois quasiment rien sur ça. En Allemagne, je vois quasiment rien. En Nouvelle-Zélande, je ne vois rien du tout. En Australie, je ne vois rien du tout. Par contre, effectivement, aux États-Unis, on voit un vrai progrès dans le dialogue et la réflexion sur ce genre de choses. Et pour finir, je vais vous poser une question qui est en fait pour moi une question fondamentale que j'ai découverte au fur et à mesure de la lecture et du déroulement de ces événements. C'est en fait deux problèmes essentiels derrière n'importe quel événement scientifique de ce niveau-là. Un, c'est le problème de capture politique, et deux, c'est le problème de capture financière, c'est-à-dire du financement de la recherche scientifique, du financement de la publication scientifique, de l'autonomie d'un scientifique à avoir une autonomie non pas seulement financière, mais une autonomie intellectuelle, je dirais, c'est-à-dire de pouvoir trouver des choses négatives, de pouvoir montrer des choses qu'on ne voulait pas montrer, de pouvoir montrer que quelque chose n'est pas efficace, ne marche pas. Est-ce qu'on n'est pas là, en fait, dans un discours qui est tellement hors, on va dire, le problème central, c'est-à-dire le problème central, oui, est-ce qu'il y a eu un accident, comment ça s'est passé, etc. Est-ce qu'on peut changer un certain nombre de choses? Ça, c'est si on était dans un cadre non altéré, c'est-à-dire si on n'avait pas d'influence parallèle. Mais ces deux influences-là, elles existent, manifestement, on les a vues jouer. Le rôle géostratégique des États-Unis entre la Chine, le potentiel que ces virus peuvent aussi être utilisés en tant qu'armes bioterroristes, très simplement. On voit bien que là, on est dans une guerre avec l'Ukraine, avec la Russie. On sait qu'il y a des labos en Ukraine, on sait qu'il y a des labos aux États-Unis, on sait qu'il y a des labos partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de la science, entre guillemets, par rapport à ces deux grands acteurs qui sont dans le sombre, en tout cas, qui sont derrière, c'est-à-dire la capture financière et la capture politique? Comment on peut s'en sortir avec ces deux acteurs-là? La capture stratégique, je dirais, est très importante, en particulier aux États-Unis. Hein. Les États-Unis pensent, ils ont une réflexion à long terme. Hein. Et encore une fois, comme je l'ai dit, une fois que les Français ont délivré le P4, les États-Unis se sont retrouvés un petit peu coincés. Hein. Et les Français sont sortis de la coopération, donc évidemment les Américains sont rentrés dedans, parce qu'en fait, c'est une stratégie habituelle. Quand on a effectivement un cas tel que la Chine, qui est très difficile à résoudre, ce qui se met en place sont des stratégies coopératives, typiquement. Hein. On essaie de mettre en place des tissus coopératifs pour essayer de comprendre ce que fait le pays en face de vous, donc ce que fait la Chine, mais aussi pour avoir de l'information, tout simplement. Savoir effectivement un petit peu qui travaille sur quoi, quelles sont leurs institutions, etc. Donc on donne et on reçoit. Pour entrer dans cette stratégie coopérative, ce qui était la seule stratégie que les Américains pouvaient imaginer à l'époque. À mon sens, c'est un manque d'intelligence, mais il faut se rappeler que les services secrets américains ont été
plus ou moins massacrés en Chine, c'est très difficile de les pénétrer. Les Américains ne sont pas très bons sur ça. Donc, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de stratégie. Ils ont décidé de mettre en place une stratégie coopérative qui avait eu beaucoup de succès juste après la dissolution de l'Union soviétique pendant quelques temps. Parce qu'aujourd'hui, cette stratégie avec Poutine, je pense qu'on peut en reparler. Donc voilà, les Américains ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux, effectivement, qui est une stratégie de coopération. Pour entrer dans cette stratégie de coopération, certains éléments, je ne dirais pas tous, certains éléments ont décidé de balancer de la technologie importante, donc balancer Barrick et d'autres, avec leur technologie, pour commencer à vraiment engager un dialogue. Et c'était peut-être une certaine naïveté, mais c'est une stratégie, hein, c'est des décisions stratégiques qui sont prises par certains acteurs. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, les choses ne sont pas toujours aussi claires. Hein. Il y a énormément de... Il ne faut pas s'imaginer, il y a quelqu'un qui comprend tout et qui appuie sur un bouton et tout le monde se met au pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a State, ce n'est pas la défense. À l'intérieur de la défense, il y a différentes logiques. Il y a énormément de choses, il y a des gens qui sont présents sur tous les gouvernements, il y a d'autres personnes qui sont là juste que pour un gouvernement, il y a des gens tels que Fauci qui sont le Mugabe, je dirais, de la science aux États-Unis, qui sont là depuis 70 ans. Non. J'adore l'analogie, j'avais jamais entendu ça, mais c'est juste ce qu'il faut comme analogie. Ouais, lui, c'est 38 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'est Mugabe. Ouais. C'est le Mugabe de la science, effectivement. Et bon, il y a énormément. Peut-être de la France, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus simples que ça, mais c'est pas du tout ça. La bureaucratie américaine, les différents acteurs qui jouent à l'intérieur de ça, c'est beaucoup plus complexe. Et même la réponse, je dirais, aux difficultés, aux dangers potentiels, effectivement, de la Chine sur ce genre de problématiques de recherche à double rôle, à la fois militaire et civil, et pas toujours des plus logiques et des plus limpides, parce qu'il y a différents éléments à l'intérieur de tout cela, jouent parfois des rôles un peu différents. On a bien vu que DARPA, qui est quand même militaire, a dit à Equals Alliance merci, bon, mais votre projet, ok, merci, mais on n'en veut pas, parce que c'est un peu loufoque votre truc. Et en fait, de manière très claire, ils ont balargué. Par contre, au niveau d'autres acteurs scientifiques, ont tout à fait décidé que c'était une très bonne idée. Hein. USAID, etc., étaient à fond là-dedans, avec une logique un peu différente. Hein. Chacun a sa maturité un peu différente. Donc ça avance dans l'ordre, le désordre. Les Américains, les États-Unis, parfois la coordination n'est pas des meilleures. Hein. Comme dans tout gouvernement d'ailleurs, mais parfois aux États-Unis, c'est un peu particulier aussi sur ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui appuie un bouton et tout le monde se met dans la même direction et fait la même chose. Donc effectivement, au niveau stratégique, il y a eu, je dirais, une certaine naïveté et des décisions qui n'étaient pas nécessairement les meilleures sur ce genre de choses. Ça, c'est la réalité. Et qu'est-ce que vous pensez, pour finir, de la puissance financière qui influence derrière je veux dire, après, il faut obéir à celui qui paye, quoi. Enfin, bien sûr. Alors, le problème qu'on a, c'est que le Mugabe de la science, quand même, tenait son gouvernement, qui était le gouvernement de la science, de manière assez stricte. Donc, Fauci, qui a sans doute fait de superbes choses, est sans doute resté en place un peu trop longtemps. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait capable d'intimider des scientifiques. Hein. Donc c'est une grande partie des scientifiques que l'on a vu d'ailleurs au début prendre des positions publiques. Ce n'étaient pas des scientifiques qui dépendaient d'argent américain, c'était souvent des chercheurs français du CNRS qui sont en poste, qui n'ont pas besoin de se poser de questions sur le prochain financement, s'ils vont venir des États-Unis ou pas. Et c'était des professeurs émérites qui ont fait carrière et qui sont pas en train de se demander si effectivement on va leur couper leur prochain financement. Par contre, aux États-Unis, pour beaucoup de personnes qui dépendent de financement du NIH, du USAID, etc., c'est une vraie problématique. Hein. Si on vous dit de manière très claire à l'intérieur de Lancet et de Proximal Origin que c'est un sujet tabou, il ne faut pas aller chercher le sujet tabou. C'est clair, hein, le message a été donné, il a été donné de manière très claire, et derrière, par les jeux effectivement des financements de projets,
ça refroidit bien des ardeurs, effectivement, investigatives. Mais c'est pas simplement ça, il y a eu aussi d'autres logiques, hein. Il y a une logique à l'intérieur de certains éditeurs scientifiques, il y a quand même des financements importants, hein, de la Chine. Certains groupes reçoivent énormément de financements, ont beaucoup de sources de revenus, hein. Certains de ces éditeurs ont beaucoup de sources de revenus de la Chine, et là aussi, ils ont essayé parfois de préserver, je dirais, leur capacité de se développer dans ce pays-là qui était très important. Donc ça, de manière indirecte, a aussi refroidi un peu les ardeurs de certains éditeurs pour publier des articles qui étaient tout à fait des articles valables, mais ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Donc ça, il y a cet aspect-là qui est aussi, et ça c'est un problème totalement qu'on a énormément avec la Chine. La Chine est excellente effectivement pour tisser ses réseaux d'influence, une influence financière, pour essayer effectivement de contrôler de manière très simple certains acteurs. Donc ça, c'est un problème qui est un problème assez constant. Et c'est ce qui m'atterre le plus d'ailleurs, c'est de voir la manière dont le débat a été clos pour des très mauvaises raisons. À la fois à travers les financements de projets de recherche NIH, mais aussi directement à travers les grandes publications, les grands journaux scientifiques qui ont fait n'importe quoi, souvent absolument n'importe quoi. Lancet a été un peu meilleur quand même, après avoir publié la lettre de Jacques, ils ont quand même publié d'autres très bonnes choses, et la commission de Lancet a été plutôt bonne, donc bon, certains sont un peu refait leur réputation, mais Nature n'a pas été particulièrement bon, par exemple. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc effectivement, il y a eu des logiques délétères, des logiques destructives qui se sont enchaînées les unes après les autres. Ce qui m'a embêté le plus, je dirais, c'est quand même les contrôles sur les médias sociaux. On a bien vu que Facebook a effectivement eu un rôle de censure, et qu'il répondait d'ailleurs souvent à des demandes directement du NIH, etc., pour les censurer certaines choses. Il y avait des choses qui sans doute étaient absolument excessives, hein, soyons clairs, mais il y avait aussi une vraie censure de positions qui est tout à fait normale. On le voit très bien aujourd'hui sur le débat sur les masques, sur le débat sur les effets secondaires des vaccins, qui ne doivent pas être exagérés, mais en fait, bon, on peut avoir un débat sur cela, c'est pas interdit d'avoir un débat raisonné sur ce genre de choses. On peut avoir un débat raisonné sur le Covid long, etc. Mais on a bien vu qu'il y avait effectivement une censure mise en place par les médias sociaux sur ce genre de choses. Et ça, c'est comme embêtant. Enfin, les médias sociaux, c'était supposé être une cause un peu hippie qui nous permettait à tous de pouvoir débattre de manière intelligente de vrais problèmes d'actualité. On s'aperçoit qu'en fait, c'est devenu un système qui est un petit peu trop rapidement à la botte de l'ancienne logique. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui m'embête le plus, c'est de voir des choses, des journaux tels que le New York Times, etc., qui ont publié absolument n'importe quoi. Mais en redemandant. C'était pas une erreur isolée, c'était de la consistance dans la stupidité, je dois dire. Et là, on se pose parfois vraiment on peut se poser de vraies questions sur la manière dont les médias parfois ont participé dans ce genre de censure. Même aujourd'hui, on voit très bien les résultats de la commission du Lancet sont à peine discutés dans les médias, et quand ils ont été discutés, ils ont été déformés. Ils ont déformé les propos de Jeffrey Sachs pour dire qu'en fait, il était en train d'accuser les États-Unis d'avoir fabriqué le virus dans leur laboratoire, ce qui est n'importe quoi, ce qui est une complète déformation de ses propos. Enfin, je sais très bien ce qu'il a dit, hein. J'ai été en contact avec Jeffrey Sachs moi-même. C'est absolument n'importe quoi. Mais c'était remarquable de voir effectivement comment le peu qui a été publié sur la commission du Lancet était bien souvent une déformation absolument ridicule de ses propos. On a quand même le droit de se poser un petit peu des questions sur ce genre de choses. Ce qui n'est pas plus mal, l'avantage de tout cela, c'est que malgré tout, de plus en plus de gens commencent, encore une fois, et beaucoup de scientifiques commencent à poser de vraies questions. Il y a un moment, il faut bien dire qu'il y a un moment où c'est tellement absurde que beaucoup de scientifiques commencent à ouvrir les yeux. Et je pense qu'on est arrivé à ce point, où le traitement a été devenu
si absurde qu'en fait il est totalement contre-productif et qu'aujourd'hui il vaut mieux arrêter, de se tirer avec un bazooka dans le pied. Il vaut mieux, au contraire, ça serait plus intelligent de devoir rentrer dans un vrai débat que de continuer à prétendre que toute personne qui ose discuter la possibilité d'une origine non naturelle de cette épidémie qui quand même a tué à peu près 7 millions de personnes, potentiellement. 6, Il y a, 6-5. oui, alors, potentiellement 18 millions avec la surmortalité. Enfin, on a le droit de se poser des questions, on a le droit effectivement de vouloir apporter des réponses et de sécuriser ce genre de technologie qui est importante, hein. C'est une technologie importante, mais comme toute technologie importante, elle doit être proprement sécurisée. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans un certain fait accompli, où d'anciennes logiques ne fonctionnent plus très bien. Les logiques d'étouffement du débat, en fait, sont devenues largement contre-productives. Et donc j'espère voir sortir de plus en plus de scientifiques du bois, et j'espère voir effectivement un débat intelligent, un débat ouvert, un débat sans acrimonie sur ce genre de sujet. Et j'espère qu'on va le voir, hein. Je pense qu'en 2023, on va pouvoir sans doute commencer à prendre un peu de distance sur tout ce genre de choses et à construire un avenir, je dirais, un petit peu meilleur et plus sécurisé sur ce type de recherche qui est sans doute de la recherche d'avenir, mais une recherche qui, encore une fois, doit être faite de manière un peu plus intelligente. Et aussi en étant un peu moins naïf. Bien sûr. Alors pour conclure cet épisode, et j'espère qu'il y en aura d'autres, ou en anglais ou en français sur des sujets qui sont relatifs à ça, mais peut-être bien différents, comme les mesures qui avaient été prises et le futur de la recherche dans ce domaine, etc. Est-ce que je vais vous poser la question que je posais à tout le monde, et particulièrement importante par rapport au travail que vous avez fait, c'est Gilles Desmaneuf, votre weird sauce pour la vie, c'est quoi? C'est-à-dire votre recette particulière pour vous donner le courage de faire ce que vous faites, pour vous donner la volonté de faire ce que vous faites, pour continuer à travailler pour sortir cette information. Qu'est-ce qui est votre sauce étrange pour une qualité de vie, une vie intéressante? Qualité de vie, je suis pas sûr, parce que c'est pas une recherche facile, surtout quand on est la cible de pas mal de personnes assez excitées. Non, ce qui me permet, moi, de travailler, c'est une certaine tranquillité d'esprit, le désir de servir, hein. Ça sert quand même à un bien commun. Et puis bon, c'est une réalité. Moi, je suis un scientifique, hein. Je ne crois que dans la réalité scientifique et dans la méthode scientifique. C'est mon boulot, c'était toujours mon boulot. La méthode scientifique, c'est quelque chose de très joli, c'est quelque chose de très beau. C'est pas toujours très bien fait, c'est pas toujours très bien appliqué. C'est pas une route très droite. Parfois, il y a des erreurs, parfois il y a des corrections, etc. Mais c'est un voyage qui est très intéressant. Et j'ai la capacité innée de pouvoir me focaliser sur des problèmes très précis. J'ai une énorme capacité de recherche et d'analyse, et voilà, c'est quelque chose qui, moi, me permet effectivement d'essayer de contribuer de manière positive. Alors, en janvier 2020, je pensais pas que j'allais arriver sur ce genre de choses. Je pensais pas qu'effectivement ça allait devenir ce que c'est, mais finalement, je n'ai aucun regret. J'ai eu des moments difficiles, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, c'est énormément de travail, hein, mais ne sous-estimez pas le nombre d'heures non payées, hein. C'est des heures qu'on prend sur ces relations avec les autres, c'est des heures qu'on prend sur des choses qui seraient sans doute plus agréables à faire. C'est énormément d'heures, et c'est aussi des coûts, hein, parce que cette recherche a souvent des coûts, hein. Il faut aller chercher de l'information, il faut s'équiper, il faut changer de mobile assez régulièrement, il faut changer d'ordinateur assez régulièrement, parce qu'on se fait infiltrer. C'est bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, j'ai dépensé pas mal d'argent, en fait, et de temps sur ce type de recherche, mais bon, ça vaut le coup. Pour moi, c'est important. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres scientifiques dans le monde qui considèrent aussi que c'est important. Je vois qu'il y a quand même officiellement 6 à 7 millions de personnes qui sont mortes. Je vois beaucoup de gens qui disent s'il vous plaît, continuez, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Merci beaucoup pour vos efforts. Je vois que encore une fois, il y a énormément de scientifiques, et de plus en plus, qui reconnaissent l'importance
de ce genre de choses. Donc je n'ai rien à regretter et je dois simplement être très content d'avoir ce don de pouvoir me focaliser sur des problèmes et de rester avec des problèmes pendant très très longtemps. Gilles de Manoff, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, qui est bien sûr précieux. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur un autre épisode avec des sujets similaires à ceux dont on vient de parler, peut-être en anglais, peut-être en français, selon votre disponibilité. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.